je pense que c'était un jeudi, un monsieur qui a fait une crise cardiaque dans le gym. C'est moi qui est intervenu, c'est moi qui l'ai réanimé avec le DA puis tout. Puis c'était vraiment intense comme moment. Puis j'étais dans une phase où est-ce que je vivais en appart avec Caleb puis je consommais encore dans ce temps-là. Puis c'est un événement qui m'a tellement shaké, genre. Puis je me suis senti comme un imposteur, puis je me suis dit, tu sais, j'ai rencontré sa famille après, sa femme, ses enfants qui sont venus me voir à job après pour. Puis j'ai tellement vu qu'il y avait de la reconnaissance dans leurs yeux, puis j'ai réalisé qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Je suis vraiment en train d'accomplir quelque chose que je veux vraiment accomplir. Est-ce que ma vie fait du sens en ce moment? Vraiment pas. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, je reçois Gab et Caleb, des super dads, une communauté de plus de 30 000 super papas et ils font plein de choses à travers ça. Ils coachent des pères à devenir des super pères. Et ma première question pour vous, c'est, sûrement vous le faites dire parfois, vous coachez les pères, mais vous n'êtes pas père de famille. Vous. Pourquoi vous faites ça, là? Je peux répondre à cette question-là pour commencer. En fait, c'est que je vais parler pour moi, puis Caleb pourra peut-être expliquer son histoire par la suite. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu le malheur ou le bonheur, peu importe comment on le voit, là, ça dépend comment tu vois ça, mais quand j'étais plus jeune, mon père a fait un AVC. Il a été gravement malade. Puis mon père, c'est un homme fier, c'est un homme qui s'est accompli beaucoup dans la vie. Puis, tu sais, j'ai vu mon père tomber. Puis ça a été vraiment tough pour ma famille, à moi, à ma mère, qui a dû vraiment s'occuper de moi. Moi, j'avais 11 ans, mes frères étaient dans l'adolescence, puis a dû supporter la famille parce que mon père et sa santé a comme s'est fait défaut, si tu veux. Puis à partir de ce jour-là, mon père est devenu handicapé, puis ça a été tough de le voir comme ça, souffrir. Puis, tu sais, au fil du temps, j'ai eu des problèmes, je te dirais, plus personnels. Tu sais, je me suis mis dans le trouble. J'ai commencé à avoir des problèmes plus de consommation, de manque de confiance en moi. Je me suis enfoncé dans un endroit, puis je veux pas mettre ça sur la faute à cause de mon père. Mais à un moment donné aussi, tu sais, je travaillais dans un Nautilus Plus avec Caleb, justement, parce que je l'ai rencontré, puis je pense que c'était un jeudi, un monsieur qui a fait une crise cardiaque dans le gym. C'est moi qui est intervenu, c'est moi qui l'ai réanimé avec le DA puis tout. Puis c'était vraiment intense comme moment. Puis j'étais dans une phase où est-ce que je vivais en appart avec Caleb puis je consommais encore dans ce temps-là. Puis c'est un événement qui m'a tellement shaké, genre. Puis je me suis senti comme un imposteur. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai rencontré sa famille après, sa femme, ses enfants qui sont venus me voir à job après pour. Puis j'ai tellement vu qu'il y avait de la reconnaissance dans leurs yeux puis j'ai réalisé qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Je suis vraiment en train d'accomplir quelque chose que je veux vraiment accomplir. Est-ce que ma vie fait du sens en ce moment? Vraiment pas. Fait que, tu sais, moi, maintenant, pour répondre à ta question, la mission des Super Dads, pourquoi j'aide des pères? C'est pour aider des kids, comme moi j'étais aussi. C'est pas pour juste aider des papas, c'est parce que je sais qu'en aidant un papa, j'aide pas mal plus qu'une personne. Caleb a une histoire un peu différente de la mienne. Il a fait son cheminement à lui. Mais on a réalisé à un certain point que nos histoires n'étaient pas identiques, mais se ressemblaient quand même parce que lui aussi, tu sais, il a vécu certaines problématiques de son côté à cause aussi de... Tu sais, que l'élément déclencheur, c'était son père aussi, en fait. Ce qu'on réalise aussi avec le temps, plus qu'on parle avec des pères de famille, puis au début, dans le fond, notre parcours entrepreneurial, c'est qu'on aidait des hommes à sortir un peu de leur souffrance, comme nous, à ce moment-là, on disait qu'on était sorti de notre souffrance, mais on n'était pas réellement sorti. Mais à ce moment-là, moi aussi, j'ai des problèmes de consommation. À l'université, au cégep, tout est beau, tu ne te concentres pas vraiment sur tes problèmes, tu fais juste utiliser, dans le fond, des substances X, Y, Z pour acheter des feux d'artifice à ta vie. Puis, quand j'ai comme réalisé que je n'étais pas le seul, en fait, qui était comme ça, puis plus qu'on parlait avec des clients, plus qu'on réalisait qu'il y avait un problème inhérent à l'intérieur d'eux, de leur vie. Puis souvent, ça provenait, en fait, de l'exemple qu'ils avaient eu, que ce soit de leur père, de leur mère, dans leur enfance. On s'est dit, écoute, je pense qu'on n'aide pas réellement les vraies personnes. Je pense qu'on n'est pas réellement en train de résoudre la réelle problématique. On est juste en train de mettre un plaster dessus un problème sociétal, culturel puis familial qui est beaucoup plus grand qu'uniquement, en fait, des personnes qui manquent de confiance, qui consomment, qui sont dépressifs, etc. Fait que c'est là qu'on a commencé à se dire, OK, on doit
on doit aller vaincre nos plus grands démons. Puis c'est là qu'on s'est regardé, puis je me rappelle, on était ensemble dans notre appart miteux, c'est à rue Saint-Laurent à Montréal. Puis on s'est genre dit, man, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on coach, pourquoi est-ce qu'on aide des hommes à sortir un peu de leur souffrance? Puis on s'est dit, man, c'est parce que nous autres, on a connu cette souffrance-là. T'sais. Puis on est encore pris dedans. Puis je pense que qu'est-ce qui nous retenait, c'était qu'on n'avait pas encore fait face réellement à pourquoi est-ce qu'on était devenus ces personnes-là. Fait que là, de nos jours, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte en fait des pères de famille, peu importe l'âge. Puis tu sais, oui, on se spécialise avec la portion perte de poids initialement. Bon, on finit par réaliser en fait que c'est un problème identitaire qui est beaucoup plus profond que ça. Puis on leur fait réaliser en fait les répercussions que le fait de ne pas prendre soin d'eux va avoir sur leurs enfants, sur leurs femmes, sur les prochaines générations. Puis on leur montre en fait avec une perspective qui est comme la même perspective que leurs enfants pourraient avoir s'ils avaient enterré dans le fond leur père comme moi je l'ai fait. Parce que c'est ça, toi, ton histoire, c'est que ton père est décédé quand tu étais jeune. Exact. Écoute, tu sais, puis mon père est décédé. En fait, mon père est arrivé ici de la Roumanie, il a immigré, puis il a rencontré ma mère à Montréal. Écoute, ça allait bien. J'ai eu un frère plus vieux. Puis à l'âge de 6 ans, en fait, mon père qui était sorti un peu de toutes les problématiques politiques qu'il y avait en Roumanie, Ceausescu, son père qui avait été en prison toute sa vie. Puis là, il arrive ici, il veut la liberté. Il se connaît pas vraiment. Il y a des enfants. Il y a une femme. Puis après un certain moment donné, il est comme fuck. Genre, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Je suis venu ici, dans le fond, pour être libre, puis je me connais même pas. Tu sais, il y avait 25 ans à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'en veux pas à mon père pour être parti quand même assez jeune quand que j'étais jeune. Alors, j'ai 6 ans, en fait, à partir de ce moment-là, écoute, séparation, divorce, je vois mon père une fois aux 2 semaines, après ça une fois au mois, après ça une fois aux 3 mois. À un certain point, mon père, il revient dans ma vie disant, écoute, je vais être présent pour toi, mais ça fait 10 ans là, que t'es pas là. Fait que, tu sais, toute la colère que j'avais envers lui, la tristesse, les problèmes que j'avais développés, le surplus de confiance que j'avais juste pour pas montrer que j'étais fucking faible à l'intérieur. Puis quand il est revenu, tu sais, vers moi, je l'ai appris par la suite, tu sais, qu'il était mourant. Fait que, tu sais, je suis comme, fuck, man, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, j'ai comme un combat interne où est-ce que j'aime mon père, je veux être là pour lui, je veux être là avec lui, mais je peux pas comme tourner la page puis pas, tu sais, faire face à tout ce qu'il m'a fait vivre, entre guillemets. Tu sais, j'en veux pas à mon père, au contraire, tu sais. Mais à ce moment-là, quand il est parti, quand j'avais 17 ans, je l'ai échappé, tu sais. Je suis tombé dans la consommation, je suis tombé dans la dépression, dans tous les problèmes que j'avais, je me retrouvais pas, j'avais pas de ligne directrice, j'avais pas de père pour me montrer qui est-ce que j'étais supposé devenir en tant qu'homme. Fait que c'est là que, même moi, je suis tombé dans les mêmes problèmes que Gab. Tu sais, lui, il les a rencontrés peut-être un peu plus jeune, mais plus qu'on parle avec des hommes, plus qu'on réalise en fait à quel point est-ce qu'on a tous des blessures de guerre qu'on n'ose pas montrer. Pourquoi? Parce qu'on est supposé être des hommes, tu sais, on est supposé d'être fort, puis quand on l'est trop, on est fucking toxique. Quand on l'est pas assez, tu sais, on n'est pas vraiment des hommes. Comment est-ce qu'on est supposé se situer? On sait plus comment est-ce qu'on est supposé d'être. Fait que nous autres, je pense au-delà, dans le fond, de montrer qu'est-ce que tu devrais faire, c'est juste de te faire réaliser que tu dois faire quelque chose, tu sais. Je pense pas qu'on détient comme la voie véritable de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que tu devrais être. On sait pas c'est quoi être des pères parce qu'on ne l'est pas. Mais on sait c'est quoi, c'est pas être un super dad parce qu'on n'a pas eu, tu sais. Fait qu'on apporte des pères, en fait, à faire cette réalisation-là, qui ont un devoir, puis que leur devoir, peu importe qu'est-ce qu'ils décident que c'est, il faut qu'ils agissent là-dessus, tu sais. Puis il faut qu'ils montrent cette trajectoire-là à leurs enfants par la suite, pour pas qu'ils aient rencontré les mêmes adversités et les mêmes difficultés que nous autres, on a rencontrées dans notre vie. Ouais, c'est puissant. Ça fait plusieurs fois que j'entends, mais je trouve ça tellement beau, votre histoire. Puis là, vous parlez du moment où est-ce que vous parliez dans votre appartement, de dire comment on n'est pas, mais les deux, vous étiez kinésiologues. Comment ça a commencé comme un peu la passion de l'entraînement? Parce que, tu sais, je pense pas que quelqu'un est comme, hey, je vais devenir milliardaire, je deviens coach, tu sais, puis je vais travailler dans un gym, là, tu sais. Comment ça a commencé? Moi, je suis tombé sur la kinésiologie par hasard. Honnêtement, je suis tombé là-dessus parce que je m'étais tellement blessé étant sportif jeune, que j'avais tellement vu de physio, que je me suis dit, écoute, je vais devenir physiothérapeute. Puis tu sais qu'est-ce que ça fait quand tu es au cégep, tu te fous des notes, puis là, tu arrives à ta dernière session, tu es comme fuck, ça me prend 31 de coteur pour rentrer en physio, je l'ai pas. Fait que là, tu sais, j'ai appliqué à McGill, je suis allé en kinésiologie parce que c'était whatever's closest physio. Puis
Puis, tu sais, finalement, j'ai commencé à réaliser, fuck, c'est peut-être quelque chose que je pourrais être passionné de faire. Fait que, tu sais, je suis allé à McGill, puis, bon, mais peu importe ce qui en est découlé par la suite, j'ai commencé à travailler dans un gym, au Nautilus Plus, j'ai été kinésiologue, entraîneur, peu importe. Puis, tu sais, tout ce temps-là, je me retrouvais pas, tu sais. J'ai par la suite fait des formations en préparation physique, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai fait la formation d'intervenant puis en innovation de préparation physique aussi au Stade olympique. Puis tu sais, tout ça parce que je me cherchais, tu sais. Après ça, je suis tombé dessus une job. J'ai fait le Nautilus, je suis tombé dessus une job au Cirque du Soleil où est-ce que je suis devenu préparateur physique en chef. Genre, tellement que j'étais le seul qui était là, je me suis fait offrir un contrat de 85 000 par année, puis je l'ai refusé juste parce que j'étais comme, fuck, c'est pas moi, tu sais. Je sais que j'ai un calling, je sais que j'ai un devoir, je sais que j'ai quelque chose, mais je sais pas comment. Tu sais, c'est quoi, c'est quelque chose-là? Puis, tu sais, pendant ce temps-là, j'étais coloc avec Gab parce que, tu sais, peu importe comment est-ce qu'il est tombé sa kinésiologie, mais il est arrivé à Montréal, on est devenu coloc, on est devenu bon chum, puis j'ai comme l'impression, Gab, toi aussi, t'avais un peu ce calling-là, un peu cette. Man, on a de quoi de spécial en dedans de nous, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas si tu veux prendre la balle au bord de là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été sportif, j'ai tout le temps été curieux, puis j'aime... Moi, mon père est psychologue, puis ma mère, elle travaille en ressources humaines, fait que j'aime vraiment l'humain. Je suis un gars qui est vraiment très humain, authentique, que les gens disent, puis je suis curieux de comprendre les gens, puis j'étais curieux de me comprendre moi-même, d'abord et avant tout. Fait que, tu sais, puis j'ai tout le temps, comme je te dis, été un gars sportif. Fait que, tu sais, la kinésiologie, pour moi, ça a été une avenue qui était juste évidente pour moi. Puis, tu sais, au fil du temps, c'est ça, comme Caleb l'a dit, c'est que j'ai réalisé un peu avec lui, puis je le voyais que lui avait ce thinking-là comme moi. Puis tu sais, je suis arrivé au Saguenay environ à 23 ans. Puis du Saguenay environ à 23 ans à Montréal. Puis j'ai rencontré Caleb au Nautilus, puis on a fait cette réalisation-là, puis tu sais, on s'est dit, tu sais, je me souviens, tu sais, la discussion, on disait le destin, puis tout ça, tu sais, Caleb croyait bien un gros destin, puis là, moi, à un moment donné, j'ai dit, man, fuck le destin, ça n'a pas rapport, là, c'est nous autres qui va créer notre destin, c'est nous autres qui va choisir qu'est-ce qui va nous arriver finalement. Là. C'est pas une carte des cartes de tarot, je pense que tu me parlais. Ma mère, ça m'avait dit quand j'avais comme 12 ans, m'avait dit j'allais faire le tour du monde, puis parler sur des stages, puis aider des personnes, puis je m'accrochais à ça, tu sais. Je m'accrochais à ça. Genre, OK, le destin un jour, je vais le faire, man. Puis tu sais, c'est comme un cadeau empoisonné parce que je savais que ça allait arriver, fait que je mettais toutes les chances de mon bord, mais je connais pas les actions massives que je devais prendre pour faire en sorte que le destin devienne une réalité. Mais tu sais, tout ce temps-là, c'était comme du back and forth, man. C'était comme, on habitait ensemble, puis là, je me rappelle, puis je veux pas parler en mal, en fait, d'une certaine personne, mais une personne dans notre environnement, au Nautilus, où est-ce qu'on travaillait, que c'était comme, es-tu en train comme de nous empêcher de grandir, de devenir qui qu'on veut devenir, pour qu'elle puisse monter, tu sais, pour que cette personne-là puisse monter au-dessus de nous autres, on était comme, on connecte pas avec la mission du Nautilus, là. On est comme nous, tu sais, c'est me, myself and I, mais tu dois remplir même des petits papiers pour voir si tu vends des crises de repas congelés, zéro diète. Je suis comme, pourquoi je fais ça? Moi, ce que je veux faire, c'est changer une vie, tu sais. Puis je suis pas capable de le faire à ma juste valeur actuellement. Fait que c'est là que ça a commencé. C'est comme, on n'est pas à l'intérieur d'un écosystème, dans un environnement où est-ce que notre croissance est mise de l'avant, puis on veut croire, puis on... Non. On fait quelque chose, pas pour comme les meilleures raisons, parce qu'on n'était pas aligné, tu sais, avec nos raisons profondes. Puis en même temps, gros, on est en train d'enrichir quelqu'un d'autre. Fait que toutes ces questions-là, ça mijotait, mais c'était comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Je pense que ça, c'est genre le plus difficile. C'est que tu vois, tu sais, t'es un expert en kinésiologie, en entraînement, en nutrition, ou peu importe c'est quoi le type de coaching que tu vas venir faire. Puis t'as pas les connaissances nécessairement pour monétiser ton expertise. Fait que les personnes, ils ont un rêve qui meurt en plein dans leurs mains parce qu'ils disent qu'il doit être, tu sais, soit que je dois être un expert en entraînement personnel ou que je dois être un expert en business puis en digital marketing, tu sais. Fait que là, ils sont comme, bon, mais qu'est-ce que je posais faire? Si j'étais réellement un expert en entraînement, là, le monde viendrait vers moi, tu sais. Mais c'est pas de même que ça fonctionne, là, tu sais. Il faut que tu ailles, pas obligé d'être un expert, mais il faut que tu aies certaines connaissances nécessaires pour te lancer. Mais tu sais, pendant des mois, nous autres, on était comme, OK, on va se lancer en ligne. Puis man, les petits classiques, je m'en rappelle, là, c'était décembre 2017. On venait tout juste, moi puis Gab, de se lancer, man, une page Instagram. Ouais, c'est... Puis là, toutes les questions qu'on se pose, OK,
où est-ce que le monde, ils ont de l'argent, tu sais, aux States, des Anglais. Gab, ben, pas un asti de mot en anglais, tu sais. J'ai le Saguenay, là. Ça marche pas son affaire. Fait que là, tu sais, il faut. On commence à faire des vidéos en anglais. Genre, Gab, mets-toi devant la caméra, là, ça va être naturel. Puis pendant 6 mois, là, ça a été de la merde, là, tu sais. On faisait des petites photos, des petites vidéos, des conseils d'entraînement de nutrition. Mais on essayait. Mais tu sais, plus qu'on avançait, plus qu'on rencontrait des obstacles, plus qu'on réalisait qu'on commençait à se questionner sur notre propre expertise, tu sais, nos connaissances. Malgré qu'au Nautilus Plus, on était des tops, là. Tu sais, autant au niveau de la vente, au niveau du succès de nos clients, on faisait des choses bien différemment que les autres. Puis ça fonctionnait, fait qu'on se disait, mais pourquoi ça fonctionne pas juste quand on va en ligne? On est des experts, le monde devrait venir vers nous, là, tu sais. Fait qu'on commençait à douter, tu sais. Puis là, notre monde dans notre entourage, je me rappelle, moi, le premier souper de Noël avec mes chums quand je suis revenu en décembre 2017. C'est quoi ça, KG Performance? C'est normalement niaiseux. Puis tu sais, là, moi, c'était nos collègues au Nautilus. Tout le temps, je me souvenais d'un qui avait dit ouais, on s'est lancé en affaires, puis on s'est lancé en affaires. On s'est lancé, on veut faire telle affaire, on a un projet, puis juste dans ça, tu sais, quand tu vois dans les yeux que quelqu'un le doute, puis genre juste ah ouais, ça marchera jamais. Genre. Là, j'étais là, mon genre, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu un chip on my shoulder, genre. Ouais. Puis je l'ai encore, je te dirais que, tu sais, le fait que le monde ne croit pas en ce que tu es capable de faire, mais que toi, tu le sais que tu es capable de faire quelque chose de spécial, puis comme on disait, qu'on a un potentiel qui est inexploité, puis qu'on se sent comme prisonnier un peu d'une job, d'un employeur, des limitations qu'on s'impose nous-mêmes. Je trouve qu'il y a tellement de monde qui endure une vie qui ont le choix. En fait, ils font le choix de vivre cette vie-là, tandis qu'ils pourraient très bien se lancer puis réaliser leurs rêves puis se faire confiance. Puis comme on a fait, nous autres, je me rappelle encore quand on s'est lancé pour vrai, on a embarqué dans un programme de mentorat, genre, puis c'était cher, là. Moi, j'avais pas une scène, j'étais cassé bien raide. Direct en partant, vous avez investi. Non, après 6 mois. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps là, de 6 mois, vous essayez en ligne. Ah ouais. Puis après 6 mois, vous êtes comme OK, on en va d'un coaching. Je me souviens qu'Alep, t'étais dans un machin avec la carte de crédit, man, on le fait, let's go, man. Puis tu sais, moi, j'étais là, j'avais peur, mais tu sais, vu qu'on était ensemble, on a sauté, puis on a annoncé notre démission en même temps, la même journée, puis on n'avait pas le choix que ça marche, là. On venait de se lancer dans un programme d'encadrement, on avait lâché notre job, on n'avait plus de paye qui rentrait. Fait que, on s'est comme laissé aucun autre choix qui réussir, finalement. Donc là, vous êtes les deux, vous lâchez le Nautilus, vous rentrez dans une affaire de mentorat, ça part. Ouais. Fait que là, gros succès le premier mois, ça a pété, c'est ça? Ben, en fait, oui puis non, tu sais. En fait, j'ai été fucking surpris que ça a marché. Ouais. Ça a marché rapidement. Parce qu'on s'est pas laissé le choix. Puis je pense que ça a été ça. Si on s'était laissé le choix, ça n'aurait pas marché. Sûrement que le projet serait mort, là, tu sais. Mais je me rappelle, j'avais une fucking carte, une carte crédit, une nouvelle carte crédit, une deuxième que je viens tout juste de me faire au Labé, là, avec une limite de 2000$ dessus. Puis le programme, c'est 2000$ US. Parce que c'est un gars en Australie. Là, je disais, hey, excuse-moi, mais tu sais, avec le taux d'échange, ça fait comme 2700, ça passera pas sur ma carte. Je l'ai négocié, man, pour que ça soit fait en 2000 AUD, genre australien, qui était 2000$ canadiens flat on the nose. On a commencé le jour-là, je me suis dit, dans 2 mois, si c'est pas. Dans 30 jours, c'est pas payé. Ben écoute, qu'est-ce qui se passe? Genre, on est en fucking merde, il n'y a pas de paye qui rentre. Fait que là, on s'est dit, OK, fuck it, on y va. Puis tu sais, le parcours, c'était supposé comme après 90 jours de commencer à faire de l'argent. On n'a même pas développé de programme, mais on avait quelque chose en tête. Puis cette vision-là, c'est ça qui nous a apporté, en fait, le premier mois, man, à vendre pour 6 000 $. Puis dans le temps, c'était pas des forfaits, tu sais. Dans le temps, en tout cas, les temps ils ont changé, là, mais je me rappelle qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait un défi qui était gratuit, mais tu avais un dépôt de 100$, où est-ce que si toi, tu faisais ce que tu avais besoin de faire, qui était de t'entraîner 4 fois par semaine pendant 1 mois, remplir MyFitnessPal, un minimum de 6 jours par semaine, puis nous faire un témoignage à la fin, on te redonnait ton 100$. Puis tu sais, ça nous a permis, fais le calcul, là, on a fait 6 000$ le premier mois, on a closé 60 personnes, on avait un taux de closing d'à peu près 20%. On a fait des calls, man. On a fait 300 calls. 300 calls à 2, OK? En l'espace, en fait, d'1 mois, là. Ces 300 calls-là, ils étaient générés parce que là, votre Instagram, est-ce que vous aviez full de followers? On a mis ça de côté. Fait que dans le fond, on s'est fait montrer comment faire des pubs. OK? Comment
on était allé dans un gym, c'était l'enfer. On pourrait retrouver ça, man, ce serait pissant. Là. OK? On était tellement pas à l'aise. OK? Puis on n'avait même pas encore développé de programme. On s'est fait dire non, là, faut que tu ailles une preuve que tu as le bon avatar, tu as le bon marché, que tu as quelque chose que tu es capable de vendre au téléphone. Puis par la suite, s'il y a une confirmation, écoute, lance. PDK, tu rembourses. Il n'y a pas de perte là. Fait que, avant même de cliquer un programme, pendant un mois, ce qu'on s'est dit, on va vendre le chien. Pourquoi? Parce qu'on a 2000$ à payer sur une carte de crédit, on a un salaire à venir rembourser, puis on a notre appartement à payer. Fait que, comme de tel, on a vendu pendant 4 semaines, puis là, le 4 semaines arrive, on est comme, on a du cash, cool. Ah, mais on a 60 personnes qu'on doit livrer un programme qui n'a même pas encore été écrit. On est là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est exactement ça le plan, notre mentor nous l'a dit. Si tu commences à créer, dans le fond, ton programme, puis t'attends qu'il soit parfait pour le lancer, ça va te prendre fucking 6 mois, puis il va jamais être parfait. Pourquoi? Parce que la seconde que le premier client va rentrer dedans, il va avoir une question, il va te faire douter, en fait, de si ça fonctionne ou pas, puis tu vas revenir sur le drawing board, tu vas prendre un autre 6 mois. Fait qu'on l'a créé avec notre première cohorte. On avait 60 personnes qui sont rentrées. Ça s'appelait KG Performance pour Caleb Gab dans le temps. On avait créé le projet Alpha. OK? Puis nous autres, on aidait des hommes qui manquaient de confiance, qui étaient déprimés, qui consommaient comme nous. Comme nous, en fait. Right? À prendre le contrôle de leur vie. Puis tu sais, c'était de la perte de poids, de la prise de masse. Fuck off, là. On vendait l'identité. Là. C'est ça qui a fait en sorte qu'il y a 60 personnes qui ne connaissaient pas, avec zéro track record, zéro social proof, qui ont décidé d'embarquer avec nous autres. Puis tu sais, je comprends que c'est 100$ puis tu vas le revoir après. Il y a une bonne partie des personnes qui, par la suite, ont continué avec nous. Juste pourquoi? Parce qu'ils croyaient en la vision. On n'avait même pas de programme. Qu'est-ce qu'on vendait? Puis tu sais, anyways, quand tu deviens assez rendu à un certain point, en fait, dans ton cycle de vente, tu vas réaliser que la personne n'a pas embarqué parce que ben, tu as une plateforme X versus une plateforme Y que tu vas donner. Là. Parce que tu lui donnes 1600 calories au lieu de 1650. Là. Je pense que le monde voyait vraiment, puis je me souviens tout le temps me souvenir de cet appel-là. Hein. Je me souviens plus, c'était dans... Peu importe c'est quand je l'ai fait, mais c'était dans les premiers calls que je faisais, puis on était des hustlers, là, on du gros hustle sale là, à tous les jours. Puis on voulait que ça marche, puis on se battait. Puis, tu sais, j'étais au téléphone avec un gars, puis j'avais parlé à sa mère. J'ai dit, passe-moi ta mère. Tu sais, j'ai parlé à sa mère. Puis, tu sais, j'ai tellement fait sentir, genre, à quel point je voulais aider son gars, genre, puis que c'était 100$, genre, puis tout ce qu'il pouvait retirer. Puis elle a vu, puis elle a dit, tu sais, mon petit gars, je te connais pas, puis peut-être que je vais perdre le 100$, mais je le vois vraiment que tu as des bonnes intentions, puis je le vois vraiment que tu veux aider le monde. Puis, sache que si tu continues de faire ça comme ça, puis de toujours y aller avec l'intention d'aider les gens avant de te mettre de quoi dans les poches, ça va fonctionner ce que tu fais, peu importe ce que tu fais. Puis je vais tout le temps me rappeler de ça parce que c'est ce qu'on continue de faire encore. C'est que, moi, je le dis souvent même aux gens avec lesquels qui embarquent dans le programme, je suis pas là pour te vendre un programme, je suis là pour t'aider. Puis tant mieux, oui, c'est sûr que notre service a un coût, mais vu que notre intention première, c'est de t'aider, c'est ça qui fait en sorte que nos intentions sont réelles puis sont vraies. Tu sais, les gens aiment le fait qu'on ait des personnes vraies, finalement. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs oublient. C'est que oui, il y a des stratégies marketing, oui, il y a des tunnels d'acquisition, puis plein d'affaires. Mais l'intention que tu mets derrière la création de ce que tu fais, puis le message que tu envoies à tes prospects et tes clients, c'est ça qui est le game changer, selon moi. Fait que là, vous lancez ça. 6 000$ le premier mois, mais là, c'est pas encore pour les pères de famille. Là. Fait que c'était quoi la transition en dire comme, OK, on lance ça, on se lance en ligne, puis à un moment donné, on fait un switch de comme, OK, notre avatar, notre direction ça a été change. fucking long, OK? Parce que on s'est lancé, je m'en rappelle, en avril, on a quitté notre job en mai, on s'est incorporé en mai, on a eu du succès en avril, puis là, il fallait qu'on livre la marchandise. Mais tu sais, c'était comme... C'était un never-ending cycle parce que c'est un dépôt de 100$. Les personnes qui réussissent, qui ont des résultats, il faut que tu leur redonnes le 100$. Fait que nous autres, on faisait de l'argent sur les personnes qui réussissaient pas ou les personnes qui réussissaient tellement que par la suite, on faisait un upsell dans notre programme de continuité. Mais on a fait ça, puis on a suivi en fait ce mentor-là qui nous apportait des nouvelles stratégies non-stop. C'est ça, dans le fond, qui initialement nous a ralenti, c'est qu'on avait une stratégie et non un modèle d'affaires. Parce que là, asti, il y a une nouvelle tendance. Ah, il y a une VSL, il y a un webinaire, il y a des pubs de retargeting, il y a du email. Les stratégies, on a 1000 et une. Concentre-toi sur une stratégie d'acquisition. Mais parce qu'on n'avait pas cette stratégie d'acquisition-là, ça nous a apporté, dans le fond, à tout le temps être pris à 6 000 $ de revenus récurrents par mois. Puis on a fait ça pendant 18 mois. On a fait ça genre de avril jusqu'à l'année d'après, comme en septembre.
2019, septembre, on est comme, là, ça marche, regarde, ça marche plus, là. Je me souviens, tu me l'avais dit, là, il va falloir qu'on fasse de quoi parce que ça peut pas continuer. Hey, moi, j'étais déménagé à Québec avec ma blonde, OK? Je venais de lâcher le Cirque du Soleil, Ouais, OK? Je venais de canceller mon contrat au Cirque du Soleil, je déménage avec ma blonde à Québec parce qu'elle est en médecine, puis j'ai pas le choix de la suivre. Puis là, j'étais à Montréal avec Gab, ça allait bien avant. Mais là, j'ai comme, qu'est-ce que je fais, là? Parce que sur le 6 000 qu'on avait, on avait comme peut-être 1 000 $ de dépenses de pub, peut-être un autre 500 $ de dépenses, 1 000 $ de dépenses. On a 4 000 $ à deux à se splitter, à mettre dans nos poches. Brut. 2 000 $ chaque, là, c'est 1 000 $ par mois. Là. On vivait comme des pauvres. Là. Ouais, solide. Fait que, tu sais, Gab travaillait dans un couteau. Moi, je travaillais au Cochon Dingue à Québec. Je faisais des cafés. Right? Puis à ma pause, j'allais faire des appels. Puis je revenais faire des cafés juste pour être capable de survivre, même pas de vivre. Fait que, tu sais, après 1 an et demi, on est comme, cool, je vais-tu faire ça pour le restant de ma vie, là? Ça marchera pas. Puis là, on s'est arrêté, on a lâché notre mentor qui continue de coûter 2 000 $ par mois, puis on s'est dit, qu'est-ce qui manque, qui marche pas, là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes résultats que d'autres personnes qui ont dans le même coaching que nous? Parce que, tu sais, on a tout le temps su qu'on était fort, tu sais. On était des A-players, qu'on savait vendre, on avait un bon message, tout ça faisait du sens, mais on s'est comme arrêté, puis on est revenu dessus tout le curriculum d'enseignement que ce mentor-là nous avait donné. Puis je me rappelle, en fait, la seconde qu'on est rentré dans son programme de mentorat, le premier module d'apprentissage, c'est comme avoir un avatar puis un message qui est clair puis qui est cohérent puis qui est aligné avec qui toi t'es. Mais quand on est rentré, nous autres, on s'est dit, ben non, à quoi ça sert? On est kinésiologue. Eux autres, c'est comme des entraîneurs, là. C'est qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous autres? Nous autres, on sait comment apporter des résultats à des personnes. On a des connaissances, tu sais. J'ai un bac, une maîtrise et un bac. Puis là, on s'est dit, man, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis je me rappelle, il y avait un drill des 7 Whys, comme Tony Robbins l'enseigne. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Je le fais pour aider des personnes. Pourquoi est-ce que tu veux aider des personnes? Puis c'est là, genre en septembre 2019, qu'on s'est posé les 7 Whys. Je me rappelle, c'est une petite table de cuisine. C'est à Saint-Laurent, dans notre appartement miteux. Puis qu'on est venu, man, avec la même conclusion. On s'est dit, man, on veut aider des personnes, OK? On veut aider des personnes afin qu'ils n'aient pas à vivre la souffrance que nous, on a vécue. Parce qu'on a perdu nos pères, tu sais. Ou parce qu'on n'a pas de père présent, exemplaire dans notre vie. Là, on s'est checké, on s'est dit, what the fuck, man? Tout ce temps-là, on le faisait pour les mauvaises raisons, tu sais. Puis je pense qu'on n'avait jamais réalisé qu'on a. On se l'a jamais dit. J'avais jamais réalisé que ton père était mort ou que ça avait eu un impact. Il savait même pas que mon père était handicapé et qu'il avait fait un AVC. Puis là, c'est ce jour-là qu'on a fait what the fuck. Puis là, il m'a raconté pour vrai son histoire. Là, moi, j'ai fait le lien. J'ai raconté mon histoire aussi. Il a fait le lien de son côté. Fait que là, c'est là qu'on a allumé puis qu'on s'est dit, Chris, c'est des pères qu'il faut qu'on aide. Finalement, c'est pas des n'importe qui. Tu sais, toute la logique aussi des habitudes de vie qui se transfèrent de génération en génération. Puis on a commencé, tu sais, une fois que tout a commencé à découler puis faire tellement de sens. Puis on a commencé à comprendre réellement l'avatar puis qui on voulait vraiment aider, comment on pouvait l'aider, pourquoi on devait l'aider, pourquoi il se ramassait dans cette situation-là, parce qu'on l'avait vécu d'une certaine manière. Puis ce qu'on a fait comme move qui était vraiment comme... Ça nous a tellement sorti de notre zone de confort. On a lâché notre mentor. On est passé de 50 clients à 20. On a dit... On a 50 clients actuellement. On va regarder tous les meilleurs clients. Puis je sais, il y a tout plein de livres là, qui expliquent, qui parlent de ça, là, qui dit, regarde dans le fond là, les clients avec qui tu triples le plus travailler, qui t'apportent nécessairement le plus de revenus. Puis tu sais, le revenu, c'est pas nécessairement c'est quoi l'argent qu'ils te donnent, c'est quoi l'argent que ça te prend pour livrer ton service, puis l'énergie que ça te coûte. Puis tu sais, on regardait toutes les personnes de sur l'extrême gauche qu'on n'aimait pas nécessairement travailler avec, qui nous demandaient plus de temps, plus d'énergie, qui n'avaient pas de résultats, fait qu'ils ne nous apportaient pas un prochain client. C'est tous pas des pères. C'est tous des jeunes comme nous. Puis quand on regardait toutes les personnes avec qui on a eu le plus de succès, pas seulement dans le présent, mais dans le passé, c'était tous des pères de famille qui avaient un réel pourquoi, une raison profonde qui devenait leur motivation. Puis on les coachait réellement à utiliser cette motivation-là pour faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites auparavant. Fait qu'on a littéralement coupé. On a coupé fucking 60 à 70% de notre revenu en un mois. On a changé de jour pour jour de KG Performance au Super Dad, puis sans même rien changer de notre modèle d'acquisition, qui avait beaucoup changé depuis le début, c'était plus des challenges, tout ça. On a commencé à avoir de plus en plus de succès avec nos clients actuels, plus de résultats, moins de personnes avec qui travailler. Fait qu'on on livrait encore plus d'impact. Puis par le fait même, ça a commencé à attirer des nouveaux clients. Puis nous autres, quand on a changé notre message, automatiquement, il y a des personnes qui rejoignaient beaucoup plus avec ça.
Fait qu'à la place de vendre une offre à comme 100-150 $ par mois, on a doublé nos prix du jour au lendemain. Fait qu'on n'est pas passé genre de 20 à 50 du jour au lendemain, on est peut-être passé de 20 à 25, 25 à 30. Rendu à 30, on avait le même revenu qu'on avait à 60, puis on travaillait la moitié du temps. Puis on livrait 2 fois plus d'impact. Fait qu'on a comme niche down. On a commencé à aider des pères. Puis ça passait homme à père en surpoids. Puis tu sais, pas juste à père qui est en surpoids qui veut perdre du poids, qui veut le faire pour guider sa famille jusqu'à la santé et l'épanouissement. Mm-hmm. Parce qu'il y a bien des pères là, leurs enfants, tu sais, sont pas présents dans leur vie, là, sont célibataires, puis ils veulent juste avoir une shape et aller sur la plage. Cool, t'es un père, tu peux être un super dad. Mais pour nous, c'est pas notre définition d'être un super dad. Parce que la majorité des pères avec qui on travaille, tout ce qu'ils font, ils le font pour leur famille. Puis nous autres, on leur montre comment le faire pour leur famille, mais que ça commence avec eux en premier. Mm-hmm. On est des spécialistes là-dedans, il n'y a personne d'autre qui le font. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on peut vraiment livrer la marchandise et les aider. Fait que ça, c'était septembre 2019. On n'a rien fait de changement sur notre acquisition. Puis en décembre, déjà, en janvier, ça commençait déjà à croître, aller de l'avant. Puis là, ça marchait un peu mieux, mais on avait des rêves, des ambitions. T'sais. Nous autres, la mission des Superdads, c'est de changer le monde un père à la fois. Puis tout ce temps-là, on se disait, hey, il y a combien de pères? Il y a combien de pères sur la planète Terre? Des milliards. On a 35 clients. On est loin de là en sacrement. Là. Fait que comment est-ce qu'on va y arriver? Puis c'est là qu'on a décidé d'embaucher un deuxième coach, un deuxième mentor. Puis là, cette fois-ci, c'était clair notre problème. Là. C'était acquisition. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir un modèle d'affaires okay, qui va être stable, qui ne va pas être changeant sur les différentes stratégies, puis qui va être stable, prévisible. Puis c'est là, dans le fond, qu'on est rentré dans un certain programme d'accompagnement, puis que c'est là, dans le fond, que tout a changé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on a rejoint ce programme d'accompagnement-là 2 semaines avant la COVID, en mars 2020. Puis là, je me rappelle, Gab était dans le sud, puis genre, il était en train de fermer les frontières, il pouvait quasiment pas revenir. On commençait le coaching, genre, 1 semaine après. Je suis le Gab, faut que tu reviennes. J'avais écouté les formations à l'aéroport au Mexique. Fait que c'est ça. On s'est lancé officiellement une 2e fois avec un nouveau coach. Puis tu sais, cette fois-ci, la manière qu'on est allé chercher le coach, c'est qu'on s'est concentré sur qu'est-ce qui est notre problème. Notre problème, c'était vraiment notre acquisition. On livrait un bon programme. On fidélisait nos clients. C'était pas ça le problème. Exact. Puis c'est ça que notre premier coach, malgré que ça nous a coûté 25 000 $, malgré que ça ne nous avait pas donné, dans le fond, si on ne l'avait pas fait, on ne serait pas rendu là. Ça n'a pas donné directement pourquoi vous avez payé, mais ça vous a quand même amené dans la bonne direction où est-ce que vous deviez aller. Puis je pense que ça nous a préparé, nous, en tant qu'individus, à rencontrer des hardships, à hustle comme qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas tout explosé par la suite. Là. Mais ça n'a pas donné un retour immédiat, mais ça n'a pas été long là, avant que, tu sais, on investissait je ne sais pas combien de mille par mois, mais qu'on a rentabilisé, puis le retour sur investissement était là, tu sais, puis de month per month, tu sais, ça augmentait, là, puis c'était prévisible, justement, c'est ça qu'elle disait. Fait que c'est ça qui nous a, tu sais, fait réellement croire que ce qu'on était en train de faire, ça marchait, puis comme Caleb disait, c'est ça qu'on a réellement regardé le problème en face comme il était, puis c'était vraiment au niveau de l'acquisition de clients. Ou est-ce que, au niveau de la livraison, puis du coaching, puis de la fidélisation des clients, ça, on n'avait pas de misère. On le faisait déjà au Nautilus, on le faisait déjà avec... On a tout le temps été bon là-dedans, mais c'est vraiment dans comment acquérir des clients avec un système qui est prévisible, qui est éprouvé, qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont déjà montré que ça fonctionnait, puis c'est ça qui nous a donné la confiance qu'on était vraiment capable de changer le monde un peu à la fois, finalement. Donc là, vous commencez ça, vous êtes les deux encore. Ouais. Là, vous m'avez dit avant qu'on ronde que vous avez monté jusqu'à 17 employés. Ouais. Là, vous êtes en restructuration. C'est quoi le gap entre les deux, là? On est 2 en 2020, on est 17 en 2023. Ouais. Ben, mettons, fast forward, là. En 2020, on était juste 2. Jusqu'à la fin 2020, on était juste 2 encore. Puis, tu sais, on avait un bon service de recrutement. On avait suivi cette stratégie-là. On se spécialisait où est-ce qu'on vendait pas... On n'échangeait pas notre temps contre de l'argent. On vendait pas des petits e-books. On se concentrait à réellement changer des vies puis à vraiment accompagner des personnes. Puis je pense que ça, souvent où est-ce que des personnes, ils vont un peu se mettre des bâtons dans les roues dès le début, c'est qu'ils vont tenter de faire ce que les autres font déjà dans l'industrie. Faire des nouveaux e-books, donner un peu de valeur. Mais ça fonctionne pas. Tu es en train de te battre contre Herbalife, contre Beachbody qui ont tellement plus de ressources que toi. Okay? Puis ça fonctionne pas. Fait que aide un certain nombre de personnes, très précis, devient un expert. Puis
avance par la suite, étape après étape. Nous autres, la problématique, c'est qu'en 2020, on a recruté nos premiers employés. En 2021, même principe, on a de plus en plus d'employés. Puis on s'est toujours concentré sur en faire plus, aller chercher plus de personnes, coacher plus de personnes. Puis à chaque fois qu'on a rencontré des adversités dans notre processus, il fallait tout le temps, dans le fond, payer sur pause, puis comme revenir en arrière, réparer des choses qui avaient souvent lâché. Puis souvent, qu'est-ce qui lâchait, c'est on embauche du nouveau staff, on le forme pas de manière optimale, on n'a pas des systèmes qui sont mis en place pour qu'on puisse s'assurer qu'eux autres, on les rend imputables face à un résultat visé. Fait que ça faisait en sorte qu'on avait de plus en plus de croissance. On perdait en efficacité. On perdait en efficacité de un, mais je pense que ce qui nous a fait le plus mal, c'est qu'on perdait dans notre vision. Tu sais. C'est qu'on s'est dénaturé. Parce qu'on était rendu 17, puis c'était plus, tu sais, aider des pères à retrouver un peu, tu sais, qui étaient, puis devenir des papas inspirants, des super dads, c'est comme, on va perdre du poids. C'est ça. On vendait à perte de poids, puis ça, c'est la pire erreur qu'on a faite. Puis ça nous a coûté, ça nous a fait mal, là. Autant, tu sais, émotionnellement, autant financièrement, à plein de niveaux, ça nous a fait mal parce que en essayant de vendre la perte de poids, tu te mets dans le même panier que les Herbalife et tout le kit, mais qui vend une identité de super dad? Personne d'autre que nous. Là. Fait que c'est comme ça que tu te différencies réellement. C'est comme ça qu'on avait réellement eu du succès, qu'on avait réellement aidé des gens. C'est pas en les aidant à perdre du poids, c'est en leur aidant à changer leur identité, finalement. Exact. Fait que tu sais, on a fait d'autres programmes de coaching, on a fait 2 autres programmes de coaching par la suite pour tenter, en fait, d'aller plus loin. Puis là, en ce moment, on n'est pas suivi, on fait pas de coaching, mais on revient un peu à qu'est-ce qui nous a apporté jusqu'ici. Puis tu sais, c'est pas pour dire qu'on recommence, on restructure. C'est juste qu'on a tellement fait plus depuis le début des temps que là, on veut juste mieux faire, tu sais. Se reconcentrer sur qu'est-ce qui a apporté les super dads à connaître du succès en premier lieu, qui a été de se concentrer sur le succès de ses clients, tout le reste. Je pense que c'est tellement facile de se perdre quand que le business commence à grossir, puis là, t'as plein d'affaires en même temps, puis là, vous portez 1000 chapeaux dans là. OK, mais là, il faut apprendre comment qu'on gère ça, du staff, comment qu'on avance ça, comment qu'on build up ça, puis, tu sais, je me reconnais gros dans ce que vous dites, parce que, tu sais, je pense que surtout, tu sais, c'est les entreprises de services, si tu regardes de façon générale, les entreprises de services qui ont beaucoup de staff puis beaucoup de succès, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'exemple parce que c'est super dur ce qu'il y a une entreprise de service parce que c'est la personne qui délivre. C'est pas comme un produit. Si je vends des verres avec si je peux voir, OK, il était printé pareil puis tu distribues ça puis tout, mais le service, c'est comme c'est un humain qui distribue un autre humain dans des processus clés. C'est super dur. Fait que je pense que c'est bon ce que vous dites, c'est comme mieux faire plutôt que viser comme la croissance à tout prix. Puis je pense fortement qu'une bonne entreprise va croître no matter what. Parce que de juste pousser à essayer de grossir, ben, des fois, les services en écopent, les clients sont moins satisfaits. Exact. C'est une des manières qu'on l'a vu, puis je sais que tu suis pas mal Alex Hormozy également. Ton client, quand tu lui livres quelque chose qui a tellement plus de valeur que lui, il doit payer pour avoir, il va aller voir quelqu'un d'autre et dire « Hey, je pense qu'ils sont tombés sur la tête, man. OK, t'as un aubaine, va l'acheter ou va faire de quoi? » Puis on réalisait qu'on n'avait pas plus de clients si on maximisait pas la pub. T'sais. Puis notre churn, le niveau de clients qui partait versus le nombre de clients qui restaient, il n'y avait pas de croissance sans la pub, mettons. Puis je pense que ça, c'est une grosse erreur qu'on a fait, c'est de se concentrer uniquement sur aller chercher des nouveaux clients. Puis puis une autre affaire qu'on a réalisée puis qu'on en a parlé avec notre équipe la semaine passée, notre mission, c'est de changer le monde un père à la fois. Mais on réalise très fortement qu'on ne va pas y arriver seulement nous. Puis même pas avec nos employés. C'est comment est-ce qu'on est capable d'avoir un plus grand leverage qui fait en sorte qu'on est capable, en fait, de toucher chacun des pairs sur la planète Terre. Mais si on commençait, dans le fond, à se concentrer à tellement livrer la marchandise tellement fort avec 1000 clients, bien, ces 1000 personnes-là, là, quand ils ont réellement du succès, là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on le voit là, avec nos clients idéaux, là, leurs femmes, leurs enfants, leur entourage, à leur job. C'est des leaders, là. Ils touchent la vie de dizaines de personnes à tous les jours. Fait que la seule manière qu'on est capable de changer le monde un père à la fois, c'est de réellement changer un père à la fois. Puis en changeant un père, ce père-là va changer la vie des autres personnes. Parce qu'on veut pas juste changer des pères, on veut changer le monde. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de toucher tout le monde, t'sais. Parce qu'on s'est également lancé dans les super mom. On a essayé de faire d'autres produits. Du low ticket, du ci, du ça. Qu'est-ce qui nous apportait à connaître du succès dans les débuts? C'est un avatar, une personne, une offre, un canal d'acquisition, puis livrer la fucking marchandise. Ça, c'est tellement poche à entendre
Quand que tu commences, parce que t'es comme, mais non, mais là, c'est parce que je veux faire plein d'affaires, puis tout ça. Mais oui. Avec le temps, t'es comme, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est pas pour rien que tout le monde dit ça, parce que c'est vraiment ça. Tu sais. J'aurais 1000 autres questions pour vous autres. Écoute, on va. Le temps roule. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous 2024? On va exploser ça, man. C'est moi, je pense que Caleb a dit tantôt, c'est de revenir à la base, revenir à ce qu'on connaît, puis pas répéter, apprendre des erreurs qu'on a faites, définitivement, parce que j'ai jamais été quelqu'un dans la vie, parce que je parle pour moi, Caleb aussi, je pense que c'est le même principe, mais que j'ai pas peur de faire des erreurs. J'ai pas peur de prendre des risques. Puis je pense que c'est les personnes, justement, qui ont pas peur de prendre des risques, comme on l'a fait quand on s'est lancé au début, comme on est en train de faire en ce moment de repousser puis de revenir à certaines affaires, mais en apprenant de l'expérience qu'on a acquis. Parce que moi, personnellement, autant que ça a été une année plus tough en 2023, autant que c'est l'année que j'ai senti que j'ai grandi le plus en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant que tel. Fait que je pense qu'on a tout le bagage nécessaire pour vraiment exploser en 2024. Et on est en train de remonter une équipe, de pas repartir avec une blank slate, mais de remettre des individus clés puis des individus dans lesquels on croit réellement. On peut bien avoir 17 personnes dans une équipe, mais est-ce que ces 17 personnes-là, c'est 17 personnes qui sont réellement alignées avec la mission, la vision, nos commandements qu'on a à l'intérieur de l'équipe? Pas toujours. Fait que nous, on veut vraiment des personnes qui sont vraiment impliquées dans notre équipe. Fait que remonter une équipe qui est solide, remonter une offre qui est littéralement fucking incroyable. Puis je pense qu'on sait déjà exactement ce qu'on doit faire. Ouais. Là, c'est d'y aller. Exact. That's it. Question rafale. Cheat meal favori? Moi, je vais le dire tout de suite. T'en as mangé hier? C'est les tacos, Diane. On est allé faire un petit peu d'équipe, c'est des tacos. Cheat, en tout cas, je vais même pas dire, c'est trop difficile, là, mais je me suis fait des pains de riz au panko avant hier. Là. Ma blonde m'a fait découvrir ça. C'est peut-être pas mon préféré, mais c'est du moment. Méthode d'entraînement favorite? Moi, perso, j'étais beaucoup de powerlifting avant. Puis j'ai découvert la course. J'ai fait un marathon il y a 2 semaines. Puis j'ai vraiment... L'objectif pour moi, c'est de devenir quelqu'un d'hybride, genre. Fait que d'être fort, d'être versatile. Fait que autant d'être capable de... Là, je vais faire Ironman probablement dans les 2 prochaines années, là, l'année prochaine, un demi. Mais tu sais, c'est plus ma méthode d'entraînement que je me suis ouvert. C'est vraiment plus une méthode d'endurance parce que je réalise à quel point ça travaille entre les 2 oreilles. En rafale. J'ai commencé le CrossFit dernièrement. Fait que je veux dire CrossFit, je suis très bien. Cool. Entraînement fonctionnel. Cardio muscu? Muscu. Votre livre favori? Fiction, non-fiction? Mon livre qui a changé ma vie, c'est Awaken the Giant Within de Tony Robbins. Peut-être pas favori, mais c'est lui que... Ouais. J'ai de la misère à répondre à cette question-là, mais je vais dire celui d'Alex Hormozy, 100 Million Leads. C'est vraiment fucking solide. Film ou série favorite? Fiction, non-fiction? Le Loup de Wall Street. C'est bon, ça. Suits. Nice. Vous en avez parlé, mais en une phrase, pourquoi vous faites ce que vous faites? Changer le monde un peu à la fois, man. Le monde en a besoin, man. Le monde a besoin de gars qui veulent réellement avoir un impact, puis c'est ça. Changer le monde. Vraiment. That's it. Merci beaucoup pour votre temps. Les gars, aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Où est-ce que les gens peuvent vous suivre? Les Superdads, Facebook, Instagram, YouTube, groupe Facebook de plus de 32 000 papas qui sont inspirés, motivés ensemble. Fait que les Superdads un peu n'importe où. That's it. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, nous abonner sur la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!